Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Donc avant tout, dans cette vidéo, nous allons faire un constat et nous allons nous poser des questions. Personne ne peut prédire avec certitude ce qu'il va se passer, ni prévoir quelles seront les prochaines interactions que l'on aura entre l'intelligence artificielle et l'être humain. Cependant, il est très facile de comprendre que la perception du monde diffère entre les personnes qui sont nées dans les années 70 et les personnes qui vont naître en 2024. Personnellement, j'ai toujours été fasciné par mes grands-parents qui sont nés dans les années 1920, lorsqu'ils me racontaient la vie qu'ils avaient à leur époque. Donc, sans remonter aussi loin, dans les années 1990, lorsque j'avais 15 ans, lorsque j'étais adolescent, je rappelle qu'il n'y avait pas Internet, du moins pas quelque chose de grand public comme on le connaît aujourd'hui. Et on n'avait pas non plus de téléphone portable comme on l'entend aujourd'hui. Je mentionne ces deux exemples, Internet et les téléphones portables, parce que ce sont ceux qui ont le plus marqué les générations suivantes. À cette époque, dans les années 90, quand j'étais adolescent, il nous était impossible d'imaginer la vie des adolescents de 2024, qui allaient vivre avec leur téléphone portable H24 et Internet omniprésent. Bon, de la même manière, les adolescents de 2024 ont du mal à concevoir une époque sans téléphone portable et sans Internet. Dans tous les cas, depuis la révolution de l'intelligence artificielle, le rapport entre l'humain et la machine a pris un tournant radical. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est de se demander comment les enfants qui naissent aujourd'hui vont percevoir ce monde qui est en pleine transformation. Il faut bien comprendre que ma génération a vu l'être humain dominer les machines. Le paysan montait sur le tracteur, comme il aurait chevauché un cheval pour tirer une charrue dans le passé. Jusqu'à présent, c'était nous qui contrôlions les machines, leur donnant des ordres simples à exécuter. Nous les actionnions à l'aide de leviers, de boutons, de volants, même pour un ordinateur. Si nous voulions utiliser un logiciel de retouche photo, nous étions ceux qui maîtrisions le processus et contrôlions chaque étape. Et ces interactions étaient à sens unique. Nous commandions, elles obéissaient. Jamais un homme n'aurait pensé demander un conseil à un tracteur. Les machines se contentaient de répondre à nos ordres sans initier de dialogue. Avec l'IA cependant, tout change. Il ne s'agit plus simplement de contrôler une machine. Désormais, nous entamons un véritable échange avec elle. Nous posons des questions, demandons des conseils. Et les machines nous répondent parfois de manière plus pertinente que n'importe quel expert humain. Cette nouvelle forme d'interaction, où l'IA devient une entité qui nous conseille, plutôt qu'un simple outil à exécuter des ordres. Contrairement aux générations précédentes, qui ont connu un temps où les humains étaient les seuls référents de savoir et d'expertise. Ces enfants vont grandir dans un monde où l'IA surpasse les meilleurs experts dans tous les domaines. Donc la question, c'est comment vont-ils percevoir l'espèce humaine dans ce contexte? Et vous voyez, on trouve déjà des situations où l'estime que l'on a des humains en prend un coup. Je vais vous citer un exemple personnel qui donne beaucoup de sens. Il y a 5 ans, j'avais passé un examen médical de contrôle. Et cet été, donc il y a quelques mois, je suis retourné voir le médecin pour refaire cet examen de contrôle. Une fois l'examen terminé, je regarde le compte rendu et je vois que la méthode de contrôle utilisée est supervisée par une IA. Sur le moment, je me dis « Super, ils sont très modernes là où je suis allé ». En plus, cela me rassure, car on sait que les IA obtiennent de meilleurs résultats que les humains dans les diagnostics médicaux. Puis, je regarde le médecin et déjà je remarque que depuis 5 ans, il a pris un petit coup de vieux. À ce moment-là, je me dis qu'il a sûrement dû laisser l'IA faire le travail et qu'il n'a plus vraiment besoin de se concentrer. Je peux vous assurer que sur le moment, l'estime que j'avais pour lui en a pris un coup. Et je me suis rendu compte qu'à partir de maintenant, que l'on soit entre les mains du chef de service, du directeur de l'hôpital ou de l'interne qui vient de finir son école, dans tous les cas, c'est l'IA qui fait le travail. Les figures d'autorité, qui étaient autrefois des médecins renommés, des économistes brillants ou des penseurs influents, seront-elles remplacées par des IA omniprésentes et presque infaillibles? Si les grandes décisions, que ce soit dans l'économie, les sciences, la médecine, sont prises par des intelligences artificielles,
Quel rôle resterait-il à l'humain dans ce nouveau paysage? Les enfants d'aujourd'hui pourraient voir presque les machines comme des entités divines. Si l'IA est capable d'être la référence dans tous les domaines, en termes de connaissances, pour résoudre les problèmes, mieux que n'importe quel humain, et il ne s'agit pas seulement de grandes décisions, prises dans les hautes sphères économiques, scientifiques ou politiques. Il faut bien comprendre que l'IA va nous assister dans les tâches du quotidien, comme je l'ai illustré dans l'exemple du diagnostic médical. Nous voyons déjà des outils technologiques capables de nous coacher dans nos entraînements sportifs. Avec l'IA, nous allons bénéficier d'une aide à la décision omniprésente. Aujourd'hui, on demande à ChatGPT comment prendre un médicament, quel aliment consommer dans un régime. Il nous corrige notre CV et nous donne des conseils pour un entretien d'embauche. En fait, l'IA va répondre à énormément de nos interrogations, et souvent de manière très complète, ce qui va progressivement nous amener à orienter nos questions vers l'IA. On trouve déjà des parents ou des enseignants qui proposent aux enfants de vérifier l'information à l'aide d'une IA. Pour nous, pour notre génération, ce changement dans la manière de réfléchir et de poser des questions s'inscrit dans une continuité. Nous voyons l'IA comme un outil, une simple amélioration du dictionnaire ou du moteur de recherche. De plus, nous avons assisté au début de l'IA, avec ses erreurs de réponse. Donc, par conséquent, dans nos esprits, l'IA n'a pas la même importance, ni la même perception qu'elle pourrait avoir pour un enfant né après 2024, qui n'aura que les IA comme référence. Quelles seront les nouvelles figures de respect et d'admiration? Les nouvelles générations vont-elles vénérer les machines comme nous vénérions autrefois les grands penseurs et les héros scientifiques? Bon, je ne parle pas en politique, s'ils sont remplacés par les machines, personne ne va s'en plaindre. Il faut bien comprendre que ce changement radical dans les repères que vont avoir les nouvelles générations pourrait avoir des conséquences profondes sur la manière de percevoir l'humanité elle-même. Si l'intelligence artificielle est perçue comme supérieure en tout point à l'espèce humaine, on risque de perdre le statut d'autorité. Les jeunes générations pourraient même développer un sentiment de dépendance vis-à-vis des machines, les considérant comme les seules sources de vérité et de savoir. Cette perspective soulève également des questions sur l'évolution de l'identité humaine. Si les machines occupent le rôle de guide et de maître, comment les enfants de demain vont se situer dans cette nouvelle hiérarchie? Verront-ils l'être humain comme un être en déclin, dépassé par ses propres créations? Ou développeront-ils un nouveau style de coexistence, que l'humain et la machine, qui collaborent dans un premier temps, avec l'humain perdant de plus en plus son rôle central? Et j'insiste sur ce point, même si l'IA va sûrement remplacer de nombreux métiers, mais peut-être en créer de nouveaux. Un point qui semble inquiétant, c'est la perception que nos enfants et nos petits-enfants auront de nous dans ce nouveau contexte. Pour l'instant, il est difficile de dire si l'IA va remplacer massivement les métiers sans en créer de nouveaux, comme cela a été le cas pour chaque grande découverte scientifique, du moins jusqu'à présent. Prenons un exemple historique. Dans le passé, le transport de marchandises nécessitait beaucoup de main-d'œuvre, surtout avant l'arrivée des camions et des transports modernes. Et pourtant, malgré l'automatisation de ces tâches, on peut remarquer que dans le transport, il y a énormément de travail, voire même plus. Parce qu'à une certaine époque, on se déplaçait uniquement dans le village ou dans le village voisin, alors qu'aujourd'hui, on se déplace sur la planète entière, par bateau, par avion, par camion, par train. Alors certes, il n'y a plus de maréchal ferrant, il y a des métiers qui ont complètement disparu, et il n'y a plus de cocher pour conduire les charrues, mais il y a eu une multitude de créations d'autres métiers qui sont liés au transport. Sans compter les métiers pour faire les routes, les infrastructures, les ponts, construire les véhicules. Donc on voit bien avec l'exemple du transport qu'il y a une disparition en effet de certains métiers, mais qu'au final on a fait beaucoup plus d'échanges et il y a sûrement plus de monde, même en pourcentage de la population, qui travaille dans le transport aujourd'hui, ou qui sont liés à ces métiers connexes pour la construction des routes, des ponts. Alors des exemples comme cela, il y en a des tonnes, je peux vous en citer un autre. Au début du XXe siècle, avec l'invention de l'électricité et de la mécanisation, beaucoup de personnes craignaient que l'automatisation dans les processus industriels ne mène à une réduction massive des emplois. Et c'était surtout le textile et la sidérurgie. Les ouvriers craignaient que les machines à tisser et les chaînes de montage, et un peu plus tard les robots industriels,
ne les remplace totalement. Alors certes, comme dans les transports, il y a certains métiers qui ont disparu, mais en contrepartie, il y a d'autres professions qui sont apparues. Donc des professions qui sont liées par exemple à l'entretien des machines, à la programmation aussi, et à la gestion de ces nouvelles technologies. Ah, on avait eu aussi l'exemple de l'arrivée des ordinateurs dans les bureaux. C'était au XXe siècle et ça avait fait naître une grosse inquiétude sur les tâches administratives, en particulier dans le secrétariat, la comptabilité et la gestion de données. On pensait que ça allait faire disparaître énormément d'emplois. Et justement, cet exemple est intéressant parce que donc c'est l'avènement de l'informatique qui a en effet fait diminuer le nombre de secrétaires, mais vous le savez bien, l'informatique a créé une multitude d'autres métiers. La création de sites sur Internet, les e-commerce, la cybersécurité, le développement de logiciels. Donc de tous ces exemples, ce que l'on remarque, du moins jusqu'à présent, c'est que le progrès technologique entraîne clairement des bouleversements dans l'économie et peut provoquer des disparitions de postes, mais il génère de nouveaux métiers qui n'existaient pas. Donc le défi avec l'IA, ce sera de comprendre quelles sont ces nouvelles opportunités de métiers. Et pour illustrer cela, j'ai trouvé un article de 2015 que je vous mets en lien, qui affirmait que la moitié des métiers que nous exercerions dans les 15 prochaines années n'existaient pas encore. Et plus récemment, en 2023, une étude de Dell reprise sur le site de France Travail indique que 85% des métiers que l'on exercera en 2030 n'existent pas encore grâce à la révolution de l'IA. Je ne vais pas rentrer dans des exemples précis, parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Cependant, on peut quand même signaler que de nombreux secteurs vont se transformer et créer de nouveaux métiers grâce à l'intelligence artificielle. De toute façon, l'objectif de cette vidéo n'est pas de nier les profondes transformations qu'il y aura dans le monde du travail, mais d'amener à réfléchir au changement fondamental qui se profile sur la différence de perception entre les êtres humains ayant vécu avant l'IA et ceux qui naîtront avec l'IA omniprésente. Avant, si vous aviez une question, vous la posiez à vos parents ou vous cherchiez dans l'encyclopédie Universalis. De même, pour une question, vous demanderez la réponse à votre téléphone. Et pendant longtemps, je me suis demandé ce qui pourrait remplacer le moteur de recherche Google. Je me suis dit que tant que l'entreprise ne faisait pas d'erreurs stratégiques, elle garderait son monopole. Lorsque nous avons une recherche à faire, on ne regarde plus sur l'encyclopédie, mais on recherche dans Google. Mais aujourd'hui, on voit un nouvel acteur arriver. Les études montrent que lorsque les nouvelles générations ont une recherche à faire, elles demandent à ChatGPT. Donc elles font le plus souvent maintenant appel à une IA. Alors de plus en plus, Google intègre une IA dans son moteur de recherche pour répondre au mieux aux consommateurs. Ce qu'il faut bien comprendre avec ces exemples, c'est que les références et les repères changent. On est passé de l'encyclopédie Universalis à Internet avec Google et maintenant aux IA. Et on doit remarquer que lorsqu'on utilisait l'encyclopédie Universalis ou le dictionnaire, cela restait occasionnel. Aujourd'hui, avec les moteurs de recherche comme Google, on est plus souvent dessus, mais demain, avec l'IA, ce sera encore plus présent. C'est-à-dire que l'on est passé d'une recherche occasionnelle assez pointue avec l'encyclopédie à des recherches en fait de plus en plus intrusives. Et pour donner un exemple assez précis, à Google, vous n'allez pas lui demander ce matin qu'est-ce que vous allez déjeuner. C'est plutôt quelque chose que vous demandez à vos parents. Avec l'IA, nous allons pouvoir bénéficier d'une interaction et d'un coaching sur toutes nos actions, à condition de le souhaiter, on espère. Déjà, sur votre téléphone ou avec une montre connectée, vous avez un coach qui vous indique votre consommation de calories, le nombre de pas que vous avez fait. Votre montre peut analyser votre sommeil et même vous avertir en cas de problème cardiovasculaire. Demain, l'IA pourrait devenir un véritable assistant personnel, capable de prendre nos rendez-vous et d'organiser notre planning. Nous aurons peut-être un coach omniprésent qui nous guidera en fonction de nos objectifs nutritionnels, médicaux, intellectuels, sportifs. L'IA pourrait bien guider nos vies, tout comme un GPS guide nos déplacements. Elle nous indiquerait le meilleur chemin à suivre, anticiperait les obstacles et nous aiderait à atteindre nos objectifs avec précision. Mais comme pour le GPS, l'IA aura sûrement ses limites. Parfois, le GPS nous envoie dans un itinéraire qui n'est pas optimal ou nous fait prendre des détours inutiles. Donc de la même manière, l'IA pourrait nous orienter vers des solutions qui ne correspondent pas pleinement à nos besoins ou à nos préférences.
De plus, l'utilisation du GPS nous a fait perdre la capacité de nous orienter avec une carte, nous rendant dépendants de cette technologie. Même en tant que conducteur, nous devenons presque des passagers dans notre propre véhicule, nous laissant guider sans réfléchir jusqu'à notre destination. Alors, les nouvelles générations auront-elles leur vie guidée par l'IA et à quel prix? La perte de leur autonomie? Avec l'IA, les enfants peut-être demanderont « Qu'est-ce que je dois déjeuner ce matin ?» ou « Comment je dois m'habiller en fonction de la météo ?» Voilà, donc cette petite vidéo, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous inquiète. Il y a une image quand même qui me paraît assez forte, c'est qu'à une époque, on domptait les machines, on montait sur les tracteurs, c'est nous qui conduisions les machines. Et non seulement, bon, aujourd'hui déjà avec les moyens technologiques comme le GPS, les machines se conduisent toutes seules, voire même bientôt les voitures. Et on risque de passer à une génération qui n'aura pas connu l'être humain en train de dominer les machines, autre que dans des livres d'histoire. Et cette génération fera appel constamment à l'IA. Alors, quels seront pour ces futures générations leurs référents? Où se situeront les figures d'autorité? Et à qui feront-elles confiance? Alors, je vous invite vraiment pour cette vidéo à continuer le débat en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des idées intéressantes, je pourrais rebondir et faire une deuxième vidéo. Allez, je vous remercie et au revoir.